Bonjour à tous, c'est le Papyrus. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être aussi la dernière étude de personnages historiques. Et comme le veut la tradition, on a ramené quelques collègues. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je tenais à vous en informer. Bref, sur ce, je vous laisse avec la vidéo consacrée à Alexandre le Grand. Générique. Nous sommes en 356 avant Jésus-Christ, à Pella, la capitale du royaume de Macédoine. Un enfant vient de naître. Il est le fils du roi Philippe II et de la reine Olympias, mais certains affirment que ses lointains ancêtres n'étaient autres qu'Achille et Hercule, les mythiques de milieu. Quoi qu'il en soit, cet enfant va bouleverser le monde antique, puisqu'il s'agit d'Alexandre le Grand. Pour parler d'Alexandre, il est bon de voir dans quel environnement ce dernier a passé sa jeunesse. Son père était Philippe II de Macédoine. Ce dernier, alors âgé de seulement 26 ans, réussit à se maintenir sur le trône de Macédoine et renforcer la monarchie par le biais de conquêtes militaires. Et pour cause, ce dernier rénove l'armée par la création d'une nouvelle arme, la Saris, ainsi que de nouvelles machines de guerre permettant le siège de villes fortifiées. Philippe II se lança dans de nombreuses conquêtes, notamment face aux Thraces et aux Illyriens. Alexandre passa sa jeunesse à s'entraîner à combattre, monté à cheval avec son ami Héphaestion, pour qui il a une amitié forte et sincère. D'un point de vue éducatif, Philippe décide de donner à son fils une éducation à la grecque, c'est-à-dire qu'il se préoccupe aussi bien du physique que de la transmission d'un savoir culturel et intellectuel. Il pouvait réciter par cœur des récits d'Homère, son maître étant d'ailleurs Aristote. Ce dernier s'occupa de former un vrai roi selon Hegel, tandis que Bertrand Russell émet l'hypothèse qu'Alexandre considérait Aristote comme un vieux savant ennuyeux. La véritable relation se situe peut-être entre ces deux points de vue. Quoi qu'il en soit, Alexandre établit des connaissances dans le domaine scientifique, la zoologie notamment, mais aussi politique, les sciences naturelles et la poésie. En 337 avant Jésus-Christ, Philippe II épouse sa 7e femme. Cela était autorisé pour les rois en Macédoine. Durant un banquet, l'oncle de cette 7e épouse affirme haut et fort que Philippe allait enfin pouvoir avoir un héritier légitime de sang macédonien. Sous-entendu qu'Alexandre serait un bâtard. Cet affront pousse Alexandre à s'exiler en Épire avec sa mère. Olympias, cette dernière, ayant toujours été poussée par la volonté de faire valoir les droits de son fils au sein de la cour macédonienne, et quelques mois après, le père et le fils se réconcilient. Mais au cours du mariage de la sœur d'Alexandre, son père Philippe est lâchement poignardé par un homme qui aurait voulu venger une vieille offense. En 23 ans de règne, Philippe avait consolidé, renforcé et agrandi son territoire. Roi barbare d'un peuple berger pour les Grecs, il avait agi en véritable tyran en détruisant des villes comme Olynte, Stagire et Médone. Mais surtout, il avait laissé la place à son héritier, qui a alors 20 ans. À la mort de son père, Alexandre n'est pas sans notion. En effet, il avait été éduqué pour devenir roi. À 18 ans, il était déjà investi dans des campagnes militaires et avait déjà gouverné la Macédoine en l'absence de son père. Néanmoins, certains le pensaient naïf, comme l'Athénien Démosthène. Alors empêtré dans un conflit contre les Iréliens, Alexandre doit se rendre en Grèce pour éteindre une révolte contre les Macédoniens menée par les cités grecques d'Athènes et de Thèbes. En moins de 7 jours, Alexandre parcourt 400 km pour réprimer avec dureté cette fronde. Mais il se montra plus magnanime à l'égard des Athéniens, sans doute par respect pour la ville qui fut d'antan l'école de la Grèce.
Quoi qu'il en soit, Alexandre se prépare à rentrer dans une campagne militaire aux côtés de fins stratèges, dont un, son fameux ami, Héphaestion. Avant de continuer le déroulé de la vie d'Alexandre le Grand, il est bon de se pencher sur la notion de panhellénisme. Composé de deux mots, pan qui signifie tout et hellène sur les Grecs. Le panhellénisme désigne la réunion en une nation de tous les Grecs. Ce projet a d'abord été initié par Philippe II qui a imposé l'hégémonie macédonienne sur la Grèce. Mais c'est Alexandre qui va réellement concrétiser ce projet dans l'optique de combattre le grand empire perse. La campagne asiatique est donc lancée au printemps 334 avant Jésus-Christ. L'armée était composée de 40 000 hommes d'origines diverses, mais en majorité des Macédoniens. Cette dernière traversa l'Hellespont, sol actuel des Troies des Dardanelles, et en débarquant sur ces nouvelles terres, il projeta sa lance sur le sol, geste d'une haute symbolique. Il se dirigea ensuite vers la colline où Troie était supposée se dresser jadis, et fit une offrande sur la tombe d'Achille, geste que son ami a également fait sur la tombe de Patrocle. Par ces gestes, Alexandre se proclamait grec et près de 150 ans après l'invasion de Xerxès, Alexandre et son armée allaient venger le peuple grec. Le débarquement ne choqua pas les Perses, qui étaient officieusement au courant des plans d'Alexandre. Deux grandes batailles eurent lieu. La première est celle du Granique. Les forces étaient plus ou moins équilibrées, mais l'avantage pencha en faveur de l'armée d'Alexandre. De nombreuses cités ouvrirent leurs portes aux vainqueurs, notamment celle de Sardes. Alexandre poursuivit sa progression sans obstacle majeur et atteignit les monts Taurus, quelque temps après la seconde grande bataille eut lieu. La bataille d'Issos. Le roi Darius décida d'attaquer, en menant en personne son armée au combat. Sauf que, c'est un échec cuisant, à tel point que le grand roi Darius prit rapidement la fuite. L'armée perse, prise au dépourvu, fut contrainte de se disperser. La nouvelle de la fuite du roi perse fut une aubaine pour le jeune Alexandre, qui vit de nombreuses cités ouvrir leurs portes. Néanmoins, ce dernier dut faire un choix. Poursuivre le roi perse, Darius, ou bien étendre son territoire vers le littoral phénicien. Nous sommes en 332 avant Jésus-Christ, à Tyr, une ville côtière peuplée par les Phéniciens. Là-bas vivent environ 40 000 habitants. Cette grande ville était d'importance primordiale dans l'Antiquité, puisque sa situation, de par sa proximité avec la mer Méditerranée, la rendait stratégique. Tyr, contrairement à d'autres cités, refusa de se soumettre à l'arrivée d'Alexandre, et c'est de cette manière que commença un long siège de 7 mois, qu'aboutit sur la destruction de la ville, la mort de 8 000 habitants, 30 000 réduits en esclavage, et 2 000 crucifiés le long de la côte. Après cela, Alexandre le Grand décida de continuer sa marche et assiégea la ville de Gaza, qui, à l'instar de Tyr, tomba en 2 mois. Alexandre arriva en Égypte et fut accueilli comme un héros libérateur. En effet, les Égyptiens étaient sous domination perse, mais depuis l'arrivée d'Alexandre le Grand en Égypte, ce n'était plus le cas. Après une petite escale à Memphis, capitale traditionnelle du delta du Nil, Alexandre navigua jusqu'à l'embouchure du Nil. Situé non loin de l'île de Pharos, il décide d'y créer une ville, à laquelle il attribue son nom, Alexandrie. Selon la légende, c'est Homère qui aurait donné l'idée à Alexandre, durant son sommeil, de créer une cité ici. Le lieu est stratégique, puisqu'elle permet à l'Égypte de s'attribuer un port méditerranéen, elle qui en avait cruellement besoin. Alexandrie deviendra l'une des villes les plus réputées de la Méditerranée. Par la suite, le jeune monarque traversa les routes du désert libyen pour consulter l'oracle du sanctuaire du dieu Amon. Par la suite, Alexandre perpétua son périple à Memphis pour participer à des cérémonies en l'honneur des dieux et fut couronné pharaon des 2 terres. Il apprend que le reste de la flotte perse est en déroute et décide donc de prendre la route au printemps 331 avant Jésus-Christ, afin de continuer sa campagne militaire. Il quitte l'Égypte et n'y reviendra jamais, de son vivant.
Avant d'aborder la conquête de l'Empire perse, arrêtons-nous sur un point intéressant de la vie d'Alexandre, son rapport à la religion. Tout d'abord, il est bon de noter qu'Alexandre serait de nature presque divine, ses ancêtres étant Achille, héros de la guerre de Troie, et Hercule, célèbre pour ses 12 travaux. Par ailleurs, lorsqu'il franchit l'Alpson et qu'il atteignit la colline de Troie, Alexandre honora les dieux et célébra un rite en l'honneur du roi Priam. Dans le petit temple local, il offrit son armure à Athéna. Plus tard, en Égypte, il s'arrêta au sanctuaire du temple d'Amon de Zeus. Là-bas, on lui apprit qu'il avait des origines divines puisqu'il fut salué comme le fils d'Amon de Zeus, et le prêtre lui prédit une destinée de conquérant invincible du monde. Ensuite, lorsqu'il devient roi d'Asie, il adopta le rituel de la proskynèse. En effet, ça veut dire que les Perses devaient adorer le roi comme une divinité. À présent, voyons comment s'est déroulée la conquête de ce fameux empire perse. Alexandre quitta l'Égypte pour poursuivre son ambition et tuer le roi Darius III qui avait pris la fuite lors de la bataille d'Issos. Ce dernier, conscient de la puissance d'Alexandre, proposa de nombreux arrangements que le nouveau pharaon refusa. Durant le séjour d'Alexandre, Darius avait pris le temps de réorganiser une nouvelle grande armée. Le roi perse planifia la bataille qui s'annonçait inévitable. L'ultime bataille contre les Perses eut lieu à Gaugamel le 1er octobre de l'an 331 avant Jésus-Christ et annonça plus ou moins le futur de l'Empire perse. Les Achéménides, autre nom pour désigner les Perses, ont encore perdu, mais Darius a réussi à fuir une fois de plus. Alexandre décida de marcher vers le sud, il atteignit Babylone où il fut acclamé par la population qui n'avait jamais éprouvé de sympathie à l'égard des Perses. Alexandre fit preuve de respect à l'égard des coutumes et des cultes locaux. Pendant un mois, lui et son armée jouirent de leurs nombreux triomphes à Babylone, puis ils se dirigèrent vers Suse. Là-bas arrivèrent des renforts qui l'attendaient depuis plus d'1 an. Puis Alexandre prit la décision d'aller à Persépolis, le cœur de l'Empire. Lorsque Alexandre arrive à Persépolis, il y fait un vrai massacre. Ses troupes mettent à sac la cité sous prétexte de venger les outrages perpétués par Xerxès et Darius. Les hommes furent assassinés et les femmes violées. Quand Alexandre quitta la ville, il ordonna l'incendie du palais. À présent, l'objectif était clair, capturer Darius III. Il parcourra 700 km, mais en vain. Darius avait été assassiné. On raconte qu'Alexandre aurait pleuré sur le corps de Darius III. Quoi qu'il en soit, Alexandre avait ordonné de donner à Darius III des funérailles dignes des autres rois de sa dynastie. Dès lors, Alexandre pouvait se proclamer successeur du grand roi. Il adopta les coutumes perses, comme la proskynèse. Par la suite, son ambition le poussa à continuer la conquête de tous les territoires ayant appartenu à l'Empire perse, et ce, pendant 3 ans. Mais Alexandre avait une autre idée en tête, faire campagne à des endroits reculés et mystérieux, aux richesses exotiques et extraordinaires. Mais avant cela, retour sur un moment marquant de la vie du monarque lorsqu'il était en campagne asiatique. En 327 avant Jésus-Christ eut lieu le mariage entre Roxane et Alexandre. Cette union sûrement politique avait des abords romantiques. Roxane était la fille d'un grand chef sogdien. En se mariant avec une barbare, c'est-à-dire une personne qui ne parle pas le grec, Alexandre a certainement dû se faire des ennemis, mais le mariage devait se faire. En effet, les généraux Antipatros et Parménion conseillèrent à Alexandre de se marier de manière à engendrer un héritier, et l'absence de descendants était devenue préoccupante. Depuis l'incendie de Persépolis, le monarque s'était blessé, le rappelant qu'il n'est pas un dieu, mais un mortel. Ce mariage avec Roxane a permis à Alexandre de donner satisfaction à ses généraux et son entourage. Enfin, c'est ce qu'il croyait.
L'Inde était un endroit mystérieux que peu de monde connaissait. On racontait autrefois que des griffons, des fourmis géantes et des êtres à tête de chien habitaient ces contrées lointaines. Lorsqu'Alexandre pénétra dans ces terres, la conquête se transforma en voyage d'exploration. Il explora l'Afghanistan puis franchit les sommets de l'Hindou en direction de l'Est où il rencontra des tribus belliqueuses. Mais surtout il rencontra le Raja Poros. Ce dernier livra bataille à Alexandre. Cette dernière était atypique sur bien des points, mais le plus dur à battre pour les Macédoniens étaient les éléphants. Dans l'affrontement, le Raja Poros perdit la bataille, 2 fils et il fut blessé. Alexandre, quant à lui, perdit son légendaire cheval Bucéphale. Il pleura la mort de celui qui l'avait accompagné depuis toujours. Il honora sa mémoire en fondant la ville en son nom, Bucéphalie. À ce moment, Alexandre savait qu'il n'avait pas tout vu de l'Asie. Et en insatiable conquérant, il ne pouvait s'arrêter. Néanmoins, les vétérans macédoniens en avaient assez et décidèrent de se rebeller. Ils avaient parcouru 20 000 km, ils étaient à bout. Face à la rébellion, Alexandre s'isola 3 jours au bout desquels il annonça le retour des troupes. Une nouvelle accueillie de façon émouvante par l'ensemble de l'armée quasiment. L'heure était au retour. On peut se demander pourquoi Alexandre accepte la décision de ses généraux. Eh bien, il faut savoir que le monarque, si belliqueux et conquérant soit-il, n'était pas invulnérable. Son règne aura été marqué par de nombreux complots et le Macédonien était devenu paranoïaque au point de douter de ses plus fidèles alliés. Au début de la campagne, les procès contre les hommes suspectés de trahison étaient nombreux, mais par la suite, les choses ont dérapé et les purges furent de mise. Les tensions furent décuplées lorsqu'une dispute entre Alexandre et son ami d'enfance Kleitos éclata, ce dernier reprochant au roi de s'orientaliser au mépris des Grecs. Ivre, Alexandre muni d'un javelot le tue. Selon certaines sources, il se lamentera de son acte une journée entière. Cette augmentation croissante des complots et de la paranoïa a peut-être joué dans la décision du monarque à se retirer de la campagne en Inde. Le voyage de retour était désastreux et pénible. L'armée d'Alexandre dut traverser le désert de Gédrossie. Cette traversée coûta la vie à 45 000 membres du convoi militaire. Pour optimiser au mieux son retour, Alexandre divise l'armée en 3. De plus, depuis sa bataille contre Bessos, une rumeur court comme quoi il serait mort. Cette rumeur a permis aux différents satrapes perses de mener un pouvoir despotique. Dès qu'ils revoient Alexandre, ils sont châtiés de manière exemplaire. Puis, Alexandre arrive à Suse où sont célébrées les célèbres noces de Suse. Là-bas, il épouse Statera tandis que son ami Hépestion épouse Dripétis. Ces noces permettaient d'allier Perses et soldats grecs dans un objectif de fraternité et qui puisait permettait à Alexandre de consolider son hégémonie en Asie. Peu de temps après eut lieu la mutinerie d'Opis. Alexandre offrit aux soldats démobilisés la possibilité de regagner leurs terres. Mais ces derniers furent vexés et inquiets de se voir remplacés par des recrues asiatiques. Le problème fut exprimé au cours d'une manifestation où les vétérans invitèrent sarcastiquement à poursuivre son expédition militaire avec son père. Ce mouvement provoqua la fureur d'Alexandre. 13 de ses protestataires furent exécutés. Il s'agissait du début de la fin pour Alexandre et son empire. Alors, à Ecbatane, Alexandre organise des jeux athlétiques et théâtraux. Et c'est durant cette fête, le 3 novembre 324 avant Jésus-Christ précisément, qu'Héphaïstion tombe malade. Son état s'aggrave et 7 jours plus tard, il succombe. Le décès soudain d'Héphaïstion choqua profondément Alexandre. Lui qui l'avait aidé à conquérir son royaume, celui qu'Alexandre consultait avant l'exécution de certains plans, et son ami depuis toujours venait de rendre l'âme. Dévasté, Alexandre jeûna pendant 3 jours, et condamna à mort le médecin qui s'était occupé de lui, et enfin demanda l'instauration d'un culte en l'honneur de son ami. Il fallait maintenant préparer les funérailles d'Héphaïstion. Et jamais une cérémonie funèbre n'avait été aussi grandiose. Le bûcher funéraire était décoré d'or et d'ivoire.
Nous supposons qu'Héphaestion souffrait certainement de la fièvre typhoïde, bien que cela reste encore incertain. Plus tard, des mauvais présages firent leur apparition. Profitant d'un moment où Alexandre s'était levé de son trône, un fou s'assit dessus en prenant les emblèmes royaux. Il n'en fallut pas plus pour que la population interprète cela comme un signe des dieux. Plus tard, alors sur un bateau, la couronne d'Alexandre s'envola. Un rameur sauta dans l'eau pour lui rapporter et la mit sur sa tête pour ne pas la perdre. On y vit un autre signe funeste. Durant un banquet, le grand monarque s'écroula dans les bras de ses amis. Il s'agit de l'apparition d'une maladie très grave. Alexandre était devenu fiévreux et ne pouvait ni sortir de son lit ni parler. La rumeur de sa mort se diffusa. Les soldats, les compagnons, les vétérans et les amis défilèrent devant la chambre du roi pour faire leurs adieux. Quelques mois auparavant, Alexandre était défié et à présent, sa condition mortelle l'avait rattrapé. Il s'éteignit le 10 juin à 37 ans. Sa mort est sujet à de nombreuses interprétations. La plus répandue et la plus plausible est aujourd'hui celle de la maladie. Alexandre serait mort du paludisme ou du typhus, qu'il aurait contracté en se rendant dans les marais et aggravé sa condition par la consommation de vin. La seconde interprétation est celle émise par Plutarque, affirmant qu'il serait mort empoisonné lors du banquet. Quoi qu'il en soit, l'empire d'Alexandre est sans monarque. La mort d'Alexandre fut révélatrice de la fragilité de l'empire. En effet, le décès précoce du monarque sans descendance capable de monter sur le trône, puisque Roxane, son épouse, est alors enceinte de son héritier et que son demi-frère est déficient mental, une problématique va alors se poser. Qui va diriger le royaume? Il faut se rendre à l'évidence. Personne ne peut endosser le rôle d'Alexandre seul. Le royaume est donc divisé entre les différents diadoques d'Alexandre, soit les généraux et compagnons de ce dernier. Vont alors naître les royaumes hellénistiques. Mais les différents diadoques ne vont pas cesser de se faire la guerre pour grappiller du territoire. L'empire d'Alexandre est donc bel et bien mort. De Péla à Babylone, Alexandre aura marqué le monde antique, et aussi le monde contemporain. Bref, voilà, la dernière vidéo consacrée à un personnage historique est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je remercie tous les invités qui ont prêté leur voix pour cette vidéo. Vous avez tous assuré. Sur ce, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais très bientôt quand même, pour une nouvelle vidéo qui sera sur